Bien, alors, bienvenue à M. Tchewali. Nous sommes très heureux d'avoir votre collaboration. Vous êtes aussi quelqu'un de très occupé. D'ailleurs, comme tous nos conférenciers, c'est une des raisons pour lesquelles nous aimons bien les avoir, c'est qu'ils sont très sollicités, ce qui veut dire quelque chose de positif. Mais en fait, vous êtes professeur de communication internationale à l'UQAM, vous êtes co-titulaire d'une chaire de l'UNESCO. Vous dirigez le laboratoire de réseau et interconnexion de la société numérique. Vous êtes co-directeur du groupe de recherche sur la communication internationale et interculturelle. Et puis, vous travaillez présentement sur l'impact des plateformes numériques mondiales comme celles dont, évidemment, vous allez parler aujourd'hui, Netflix, YouTube, etc. Et en particulier leur impact sur la découvrabilité. Enfin, vous allez nous expliquer ce que c'est, pour moi en tout cas. Et puis, bon, bah, alors, justement, comme le disait Stéphane tout à l'heure, dans quelle mesure l'action de ces grands réseaux met en danger les cultures nationales? Qu'est-ce que ça augure pour l'avenir de ces cultures et notamment la nôtre? Alors, voilà, c'est de cela que vous êtes invité à nous parler, professeur Tchewali. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard, pour cette présentation et cette introduction. Je tiens d'entrer une fois encore à vous remercier pour l'invitation et pour cette opportunité de venir partager mes réflexions sur un sujet, un enjeu très important, très crucial pour la culture québécoise. Je vais certainement partager mon écran si j'ai la possibilité de le faire. Oui. Je fais un test. Je pense que ça marche. Voilà. Alors, est-ce que vous avez accès à... Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Excellent. Ben donc, oui, j'ai l'honneur d'introduire un peu cette série d'échanges et de conférences qu'on va avoir cet après-midi. Et je vais mettre un peu, planter le décor en commençant par nous rappeler que nous sommes effectivement témoins d'une importante transformation de nos secteurs culturels. Simplement parce qu'on on voit de nouveaux processus de création, de production et de diffusion de contenu qui sont modifiés en profondeur, qui modifient les interactions et les relations qu'on peut avoir en tant que public par rapport au contenu culturel disponible en ligne. Et cette transformation, on les met un peu sur le compte donc, de l'irruption et de l'avènement de géants, de certains géants du web qui, notamment, ont maintenant se sont imposés carrément comme de nouveaux intermédiaires entre l'offre et la demande globale en culture. Et la question qui nous interpelle et à laquelle nous allons essayer de répondre cet après-midi, c'est de savoir à quel point ces transformations impactent au niveau de notre souveraineté culturelle, comment nous, en tant que consommateurs de la culture au niveau local, au niveau québécois, dans cette tendance à la mondialisation culturelle, comment nous faisons encore pour consommer des contenus dans lesquels nous identifions qui sont très importants pour nous. Et je poursuivrai tout de suite avec des éléments de définition. Vous en avez parlé tantôt, Monsieur Bouchard. Quand on évoque ici la notion de découvrabilité, bon, c'est un terme, une terminologie un peu récente, lancée à la faveur du sommet organisé par le CRTC en 2016, un sommet éponyme du même nom, donc sommet sur la découvrabilité. Et depuis ce temps, il y a eu quand même un certain nombre de travaux, des chercheurs comme moi, mais aussi des acteurs de la société civile et des décideurs publics qui se sont penchés un peu sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, vouloir signifier cette découvrabilité. Alors,
Si la notion réfère à un phénomène, disons, à un phénomène récent en lien avec les plateformes numériques, il faut quand même dire que depuis toujours, les acteurs culturels ont été confrontés à l'importance de se rendre visibles en ligne, d'être présents, de diffuser simplement, même avant l'Internet et le numérique, de pouvoir faire rencontrer leur œuvre au public. Et c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Très basiquement, la découvrabilité, c'est ce processus de rencontre entre un contenu culturel et son public. Bien évidemment, ça implique des enjeux en termes de repérabilité, ce qu'on appelle trouvabilité ou findability en anglais. C'est un élément de la découvrabilité, mais qui se limite à l'aspect je cherche, je trouve. C'est-à-dire, vous venez avec le nom d'un film, le nom d'un artiste en tête, vous allez sur un moteur de recherche ou sur un catalogue de plateformes, vous rentrez et vous voyez ou pas si les résultats de recherche vous donnent accès à ce contenu ou à cet auteur ou à cette œuvre que vous recherchez. Ça, c'est de la trouvabilité. Mais sur quoi on met le plus l'accent quand on parle de découvrabilité, ce n'est pas tant la repérabilité via les moteurs de recherche, qui est quand même important, mais c'est surtout la capacité et le potentiel du contenu à se rendre vers vous en supposant que vous n'en connaissiez pas au préalable l'existence de ce contenu-là. Donc, potentiellement, c'est cette capacité à certains contenus de se démarquer de la masse et de la surabondance de contenus que nous avions en ligne et de pouvoir donc être consommé par des gens qui n'en connaissaient pas l'existence. Cela va donc beaucoup être déterminé, comme vous l'imaginez, par les mécanismes et les processus de recommandation de ce contenu-là. Je vais d'ailleurs élaborer davantage là-dessus en commençant justement par les algorithmes de recommandation. Vous savez, les algorithmes, ils sont aujourd'hui un peu en train de se substituer aux acteurs traditionnels, hein, au rôle que jouent les libraires, les bibliothécaires, les disquaires, en structurant l'offre, en l'exposant, en la mettant à la vitrine. Et donc, ces algorithmes, ils le font aujourd'hui avec des capacités de calcul, des capacités de prédiction vraiment impressionnantes. Et ils le font en même temps en déterminant les tendances de ce qui va être le plus visible, de ce qui va être le plus consommé éventuellement. Et dans leur travail, ces algorithmes qui connaissent tellement de choses sur nous, et bien évidemment, ils essaient de satisfaire le goût, disons, ce qui plaît le plus au public. Et je vais vous partager une anecdote à ce propos. Vous savez, quand on rentre, par exemple, sur une plateforme comme Netflix, la dernière fois, je me suis retrouvé avec ma petite fille de 6 ans. Je disais, bien, en tant que famille, qu'est-ce qu'on regarde en famille, qu'est-ce qu'on écoute en famille ce soir, on veut consommer du contenu québécois. Donc, je commence à chercher dans les rangées de Netflix, hein, ces rangées horizontales pour voir, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais ça prenait tellement de temps qu'à un moment donné, ma fille de 6 ans me dit, ben, papa, regarde juste en haut, là, tu sais, il y a les tops, 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment les meilleurs. C'est ça qui est bon. Il ne faut pas perdre le temps à chercher davantage. Vous voyez, dans la psychologie d'une petite fille, mais en même temps aussi, ça se vérifie chez les adultes. Ce n'est pas juste anecdotique. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. On a tellement besoin d'être aiguillé dans la masse de contenu qu'à un moment donné, on se laisse effectivement prendre la main, orienter par ce qu'on nous propose, par ce à quoi on est le plus exposé. Et effectivement, il y a cette logique des tops, des meilleures listes, des palmarès qui ont de plus en plus d'impact sur ce que nous découvrons, ce que nous consommons. Nous avons réalisé ce que vous voyez là, c'est une diapositive qui montre la page de couverture d'un état des lieux de la découvrabilité des contenus culturels francophones, donc incluant les contenus québécois, sur Internet. C'est une étude que nous avons réalisée en 2020 pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie et qui visait justement à poser un premier diagnostic, hein, à voir un peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe en termes de contenu francophone, par exemple. Et c'est intéressant de voir quand même que le français se situe comme la 4e langue de l'Internet en termes de contenu disponible. On parle de 6% de contenu. Bien évidemment,
on est très loin des contenus anglophones, des contenus en langue chinoise ou en espagnol. Mais c'est un bon ratio, d'après certains analystes, c'est un bon ratio quand on tient compte de notre nombre d'internautes francophones présents sur la toile. Là où le bas blesse un peu quand même, c'est quand on prend les 10 millions de sites web les plus visités au monde, et bien là, on n'a que 3%, à peine 3% de contenu en français. Dans le classement, je pense qu'on est encore plus éloigné. On est septième sur cette proportion des sites les plus visités au monde. Et bien évidemment, il y a là aussi encore une suprématie de l'anglais qui domine à près de 60%. Il y a d'autres éléments indicateurs qui permettent de prendre aussi l'ampleur du rôle que jouent ces nouvelles plateformes numériques dans l'accessibilité des contenus et des contenus francophones, avec une fois encore le rôle de Netflix et de ses algorithmes de recommandation qui, mine de rien, 70% de ce qu'on consomme, de ce qu'on visionne sur Netflix, par exemple, vient de ces fameuses recommandations-là. Donc, recommander pour vous, on arrive un peu à maintenant, avec différentes études, à vraiment faire la part des choses et à constater que les plateformes non seulement modifient ce que nous cherchons en ligne, la manière dont nous recherchons en ligne, mais aussi la manière dont nous découvrons et la manière dont les résultats de ce que nous recherchons nous sont exposés. Cela participe donc d'une forme de catégorisation et de structuration à la fois des utilisateurs, des consommateurs que nous sommes, mais aussi de l'offre culturelle, répondant même à une forme d'impérialisme culturel 2.0, si on peut le nommer ainsi, totalement guidé par les plateformes. Si on met la loupe sur les contenus québécois, et j'approche vraiment de la fin de ma présentation, il faut par exemple voir que sur Netflix, récemment, à l'occasion des 10 ans du 10e anniversaire de l'installation de la plateforme au Canada, c'était l'été dernier, ils ont annoncé qu'ils ont ajouté 25 nouveaux films au répertoire des films québécois. Vous en voyez quelques-uns là, La chute de l'Empire américain, Momie, La Passion d'Augustine, pour ne citer que ceux-là. 25 films, vous allez me dire, bon, c'est quand même intéressant, surtout que quand ça vient d'un coup comme ça sur la plateforme, dans l'entrée dans le catalogue. Mais ça se rajoute à quelques films qui existaient, comme Bon Cop, Bad Cop 1 et 2, comme Jusqu'au déclin que vous voyez là, qui est la première création originale, donc premier film québécois diffusé, distribué et financé par Netflix, qui a eu d'ailleurs un certain succès important. Si on met le tout ensemble, on se retrouve à peine à une trentaine de films québécois sur Netflix, sur un catalogue estimé à près de 4000 titres. Donc, vous voyez, le calcul se fait très simplement. En termes de pourcentage, on est bien à moins de 1% de contenu de films québécois sur la plateforme. Et une fois encore, comme je vous le disais, il ne suffit pas d'être présent, il faut pouvoir être bien visible, bien exposé et recommandé pour pouvoir justement tirer son épingle du jeu. C'est la fameuse dictature du top 10 et des palmarès dont je vous parlais tantôt avec l'anecdote avec ma petite fille. On est définitivement pris par nos yeux de spectateurs, nos yeux d'auditeurs, de mélomanes en ligne, par exemple, pour ceux qui écoutent la musique. On est vraiment orienté vers ce qui fonctionne le plus, ce qui plaît le plus à tout le monde, parce qu'on a peur parfois dans nos errements de consommateurs de tomber sur des contenus qui nous déçoivent après avoir perdu du temps à les rechercher. Et du coup, pour minimiser les risques, on a vraiment tendance à suivre ce qui est le plus populaire, ce qui bénéficie de très bonnes critiques. Et pourtant, le piège dans lequel on tombe en faisant cela, c'est qu'on tombe dans le piège des algorithmes et surtout, on ne joue plus le jeu de la diversité culturelle. C'est-à-dire qu'en consommant des top 10, par exemple, si c'est ce qui est le plus bon pour tout le monde, ça ne veut pas forcément dire d'abord que c'est ce qui est le plus bon pour chacun de nous individuellement. Et
qui décide finalement du bon contenu? Ce n'est pas parce que tout le monde s'est jeté là-dessus en cliquant pour aller voir et que c'est populaire en termes de nombre de visionnements que ça veut forcément dire que la qualité y est et que ça correspond vraiment à notre goût. Ça se vérifie aussi, là je vous ai beaucoup donné l'exemple de l'audiovisuel du cinéma, mais ça se vérifie aussi tous ces constats au niveau de la musique. Au niveau du Québec, vous savez peut-être déjà sans doute, on dit qu'on a à peine disons 8% hein, de musique québécoise qui sont par exemple disponibles sur Spotify. Spotify, que vous savez, fonctionne beaucoup avec des playlists éditorialisées, avec donc l'intervention humaine, avec des curateurs, des gens qui sont payés pour placer des contenus, des artistes, des morceaux sur certaines listes d'écoute en bon français. 62% des utilisateurs de la plateforme Spotify utilisent ces playlists-là. Donc, c'est vraiment un peu comme un Graal hein, pour accéder en termes de visibilité. Et des fois, moi, j'ai fait des entrevues avec des artistes québécois qui me disent, écoutez, aujourd'hui, tu es sur une playlist ou sinon tu n'es nulle part, dans le sens où ce projecteur qu'on met sur toi via une playlist, ben, c'est 10 fois peut-être plus important, par exemple, que d'aller peut-être, selon ce que me disent certains artistes, faire la tournée des radios, par exemple. On va plus loin en disant que j'ai vu Étienne Paré qui titrait dans Le Devoir récemment que c'est vraiment un sale temps, des durs temps pour la musique québécoise. Et ça se vérifie dans le sens où ce que nous considérons des fois comme artistes les plus en vue du moment ne sont pas forcément les artistes les plus écoutés, les artistes québécois les plus écoutés. On parle de Jean-Louis Cormier, on parle de Hubert Lenoir, qui ne se retrouvent même pas dans le top des artistes les plus écoutés au cours des derniers mois sur Spotify au Québec, malgré le fait que ces artistes ont bénéficié quand même d'une bonne couverture, d'une bonne visibilité médiatique. Alors, la faute à qui? La faute certainement un peu aux algorithmes qui ont tendance justement à ne pas mettre en avant ces artistes émergents, à mettre en avant des contenus locaux. Et je conclus en disant, ça c'est vraiment une conclusion de nos études et des recherches que nous avons menées sur la découvrabilité. J'en arrive à proposer un modèle conceptuel de 3 paramètres à prendre en compte quand on parle de découvrabilité et notamment du système de découvrabilité. Il y a d'abord la repérabilité du contenu en soi, le fait donc de bénéficier de bons référencements, de bonnes métadonnées pour être visible sur les moteurs de recherche, pour être repérable, pour être trouvable. Ensuite, il y a la prédictibilité des choix de l'usager. Vous savez, ça fonctionne beaucoup comme ça maintenant. On détermine quel type de contenu peut avoir le plus de succès et c'est en fonction de ce pari qu'on va peut-être décider justement de vous mettre sur une liste d'écoute populaire ou de vous mettre sur la meilleure place du catalogue pour que vous soyez le mieux exposé que possible. Et cela a un lien avec ce que j'appelle la recommandabilité. Est-ce que vous êtes recommandable ou pas? Et pour répondre à la question en ce qui concerne les contenus québécois, actuellement, selon les critères qu'utilisent les plateformes numériques, ces critères ne vont pas dans le sens de la diversité et ne vont pas dans le sens forcément de l'exposition du contenu québécois. Pour y remédier, bien évidemment, il faut toujours prendre en compte le fait que la diversité qui nous est offerte est peut-être une diversité de façade, une diversité qui nous illusionne hein, en termes de quantité, d'abondance de contenu. Mais il y a un décalage, un écart entre vraiment les best-sellers et ce qui est le plus populaire et justement nos artistes d'ici qui sont en quête de notoriété, qui sont des artistes émergents et qui recherchent plus de visibilité. Il faudrait aussi tenir compte du fait qu'un récent sondage que nous avions réalisé avec Crop sur un échantillon de 3000 Canadiens utilisateurs des plateformes de streaming au Canada nous révélait que 18% de Québécois trouvent que c'est difficile de trouver et de choisir le contenu qui leur plaît à écouter sur les plateformes de streaming. Vous allez me dire, bon, c'est pas beaucoup, 18%, mais c'est quand même important que 18% de la population québécoise n'arrive pas forcément à trouver, à choisir facilement ce qui lui plaît. Et on va plus loin, 35% parmi tous les utilisateurs sondés au Canada considèrent que les recommandations des plateformes ne correspondent pas adéquatement à leur goût.
Contrairement à ce qu'on nous vend aussi en termes de discours, en disant que les recommandations sont très personnalisées, sont très adaptées à nos goûts, mais il y a quand même encore ces décalages importants. Et ça, c'est dans la perception et dans l'expérience de certains utilisateurs canadiens, 45% dans ce cas-là. Et quand on en vient au contenu québécois, au niveau de la province, 45% des utilisateurs de la province, des utilisateurs de streaming, là, au niveau du Québec, ils croient que la plateforme audiovisuelle, par exemple, ne sujet pas assez de contenu québécois. Le même phénomène s'observe aussi, dans une moindre mesure, mais ça s'observe quand même au niveau de la musique aussi, au niveau des plateformes musicales, où là, la proportion est revue à 38% de personnes qui n'ont pas accès, qui considèrent qu'ils n'ont pas assez suffisamment de recommandations de contenu québécois. Alors, ça interpelle des enjeux de gouvernance parce que, bien évidemment, la balle est dans le camp aussi de nos décideurs publics qui doivent se saisir de la question et qui doivent considérer qu'il n'y a pas de découvrabilité spontanée sur Internet. Il faut faire de la découvrabilité des objectifs de politique publique et on peut se réjouir de voir qu'il y a un projet de loi C11 maintenant qui va permettre d'imposer des conditions de service à ces plateformes-là pour les encadrer, pour les inciter à financer la création de contenu québécois, parce qu'on n'en a pas déjà assez en ligne, et pour les imposer peut-être aussi des quotas, pourquoi pas, de contenu francophone, de recommandations de contenu francophone. Voilà, je vais terminer ma réflexion là-dessus et je reste bien évidemment disposé à poursuivre les échanges avec vous, à répondre à vos questions et aussi à réagir à ce que les collègues qui vont me suivre vont aussi dire à ma suite. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Tchewali. Alors, Stéphane, je te laisse faire la suite. Oui. Alors, écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous présente la deuxième conférencière pour le panel de cet après-midi. Donc, je vous présente Nathalie Guy, qui est la directrice de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles depuis 2018. Je ne sais pas si Nathalie va parler de cette coalition, mais c'est cette coalition dans les années 90 qui a fait pression notamment sur le gouvernement du Québec et qui a créé des coalitions un peu partout dans le monde pour favoriser l'adoption à l'UNESCO d'une convention internationale sur la diversité des expressions culturelles. Donc, c'était extrêmement important. Donc, elle est la directrice de cette coalition depuis 2018. Elle est également la secrétaire générale de la Fédération internationale de la coalition pour la diversité culturelle. Elle détient une maîtrise en géographie de l'Université du Québec à Montréal et depuis 20 ans, elle s'intéresse aux actions collectives émanant de la société civile dans un contexte de mondialisation. Donc, c'est tout à fait approprié pour notre panel d'aujourd'hui. Préalablement, elle a travaillé une bonne dizaine d'années à la Confédération des syndicats nationaux comme conseillère à la recherche, comme adjointe au comité exécutif et responsable des relations internationales. Au cours de son cheminement, Nathalie Guy a siégé sur de nombreux conseils d'administration au Québec ainsi qu'au sein d'organisations internationales. Elle a particulièrement travaillé sur les enjeux de développement régional et durable, des accords commerciaux aussi, c'est dans ce contexte-là qu'on se connaît, de la solidarité internationale et des changements apportés par le numérique. Donc, c'est avec grand plaisir que je cède la parole à Nathalie Guy. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et à mon tour, je vais partager mon écran. Donc, voilà, je lance. J'essaie de lancer. Voilà. Ça va? Vous voyez bien? Oui, ça marche. Parfait. Alors, oui, merci beaucoup, Stéphane. Donc, effectivement, le sujet qu'on aborde aujourd'hui est assez d'actualité. J'y reviendrai à la fin de la présentation, mais évidemment, on suit de très près le projet de loi C11 qui vise à modifier la loi sur la radiodiffusion, dont Destinée a parlé brièvement. Et je vais, moi, dans ma présentation, un peu me concentrer sur les impacts qu'a évoqué Destinée par rapport aux changements, évidemment, qu'on a vécu en termes d'accès aux expressions culturelles, donc les impacts sur les écosystèmes culturels, particulièrement dans le secteur de la musique et de l'audiovisuel. Donc, pour commencer, peut-être quelques mots supplémentaires sur la coalition, la CEDEC.
On regroupe en ce moment 44 organisations à travers le pays, en fait au Québec et au Canada, qui représentent plus de 200 000 professionnels, souvent des artistes, des créateurs, et 2000 entreprises des secteurs surtout du livre, du cinéma, de la musique, des nouveaux médias, des arts vivants, des arts visuels. Deux grandes priorités, maintenir l'exemption culturelle dans les traités de libre-échange que négocie le Canada et ensuite l'application des politiques dans l'environnement numérique. Donc, ce deuxième volet-là est un peu plus récent, mais il a émergé, disons, dans les années 2010, même dans les espaces de la Convention de l'UNESCO dont on a mentionné l'existence et à laquelle on est lié comme organisation. Donc, on a commencé dans les années 2010 à réfléchir à l'avenir, dans le fond, de la diversité des expansions culturelles dans cet environnement-là et ce qui a conduit à l'adoption de directives pour la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. Donc, quand on parle de diversité des expressions culturelles, je pense que c'est toujours une mise au point importante à faire. Ce qu'on entend surtout, c'est la possibilité, dans le fond, que les cultures puissent continuer à être promues dans un contexte de mondialisation. Donc, on n'est pas nécessairement, on n'était pas a priori dans la diversité en termes de diversité culturelle comme dans les débats qui ont lieu en cours, bien que la Convention aborde ces aspects-là, mais de façon très, très timide. Au niveau de l'article 7, on mentionne par exemple les communautés autochtones. Donc, il faut voir que c'est ça, on parle de deux choses différentes, bien qu'évidemment, il y ait tous les débats qui traversent la société, traversent toutes nos organisations, et comme on va le voir aussi plus tard, ben, le renouvellement de la loi sur la radiodiffusion tente de s'ancrer dans cette réflexion-là aussi pour valoriser les différentes cultures au Canada. Donc, voilà pour cela. Donc, évidemment, au niveau de la culture, on va parler plus de la musique et de l'audiovisuel, mais de façon générale, dans le secteur culturel, on est en transition. Pardon, ça a bougé. Donc, évidemment, l'Internet apporte de nouvelles opportunités aux créateurs, aux artistes pour rejoindre de nouveaux publics. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Mais ça a aussi permis l'entrée directe d'entreprises étrangères sur le marché qui étaient jusqu'alors assez bien protégées par les lois et les exemptions culturelles qui avaient été intégrées aux accords de libre-échange. Donc, la loi sur la radiodiffusion est vraiment l'une des principales politiques culturelles au Canada, surtout pour la musique et l'audiovisuel, et c'est certainement un pilier fondamental pour la souveraineté culturelle. Elle a émergé évidemment dans un contexte où on voulait faire en sorte que on encourage le développement de nos secteurs créatifs avec le développement de la radio, de la télévision, pour éviter que nos écrans et nos ondes soient inondés seulement de contenu étranger et essentiellement du contenu américain. Donc, elle a vraiment été créée, entre autres, pour répondre à ce besoin-là, mais aussi, évidemment, pour développer un système de licences, pour accorder des licences à des radiodiffuseurs dans le domaine de la radio et de la télévision. Donc, elle a connu plusieurs évolutions à travers le temps au fil des développements technologiques, entre autres, et la dernière révision date de 1991. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'elle n'a pas été revue. Ce que cette loi-là va faire, c'est qu'elle va donner des pouvoirs au CRTC pour que le CRTC définisse des conditions spécifiques qui entourent la programmation et la gestion de la Société Radio-Canada, donc son mandat, des conditions spécifiques pour les radiodiffuseurs privés, les câblodistributeurs, pour assurer la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Donc, par exemple, c'est cette loi-là qui va faire en sorte que le CRTC, le Conseil de radiodiffusion et de télécommunications du Canada, va définir des quotas de musique canadienne ou francophone à la radio ou à la télé. Il va dire aux radiodiffuseurs, il va leur assigner des dépenses en émissions canadiennes. Il va régir tout un paquet d'éléments sur, par exemple, la publicité, différentes normes concernant les émissions. Et où il va aussi définir des contributions que des entreprises, soit les entreprises de distribution, de câblodistribution, etc., vont devoir faire à des fonds d'appui à la création et à la production. Donc, c'est vraiment cette loi-là qui a permis de développer au fil des années, en tout cas
qui a vraiment contribué à développer une assise solide aux industries de la musique et de l'audiovisuel à travers le temps. Quand on parle de la politique canadienne de radiodiffusion, j'ai choisi ici trois des alinéas, dans le fond, de cette politique qu'on retrouve à l'article 3 de la loi. Pour donner une idée, dans le fond, quand on dit que c'est une loi culturelle, bien, vous allez comprendre un peu. C'est là qu'on dit, par exemple, que la loi prévoit que le système canadien doit servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique. Elle doit favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadienne qui mettent en valeur des divertissements et fassent appel à des artistes canadiens qui fournissent de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considéré d'un point de vue canadien. Et enfin, le dernier volet, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts et refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, ainsi que la place particulière qui occupe les peuples autochtones. Donc, pour les personnes que ça intéresse, la nouvelle proposition, dans le fond, le projet de loi C11 bâti, dans le fond, sur ces éléments-là et va venir développer, évidemment, de façon plus contemporaine les objectifs en termes de diversité, de recherche d'équité, etc. Mais on voit là que, dans le fond, au cœur de cette loi-là, il y a des éléments fondamentaux pour la souveraineté culturelle. Et donc, le problème, c'est que tout système-là ne s'applique pas aux entreprises en ligne. Et donc, ça, c'est parce que le CRTC, désolée, ça roule tout seul, le CRTC a décidé en 1999 d'exenter ce qu'on appelait alors les nouveaux médias et a reconduit sa décision en 2009. Donc, voilà, les entreprises en ligne ne sont pas réglementées et donc, il y a une part croissante de l'offre de contenu qui échappe aux exigences de financement, de mise en valeur des créations et productions canadiennes et des autres éléments de la politique canadienne de radiodiffusion. En plus de ça, évidemment, le téléchargement puis l'écoute en continu change les modèles d'affaires, la façon de créer et d'accéder à des revenus. Donc, à la fois l'exclusion et les changements qui sont amenés par les nouveaux modes d'accès vont avoir des impacts très importants dans les écosystèmes culturels. Et un de ces impacts-là, évidemment, c'est que une part des revenus qui auparavant allaient aux artistes, aux créateurs, aux producteurs, aux éditeurs, aux commerces, aux lieux de diffusion, est maintenant redirigée vers des dépenses d'abonnement, donc essentiellement d'accès à l'Internet, de forfaits de téléphonie mobile, mais aussi de services en ligne, les abonnements à Netflix, à Spotify, etc., des équipements, tablettes, ordinateurs, liseuses, etc. Et la pandémie a évidemment considérablement accéléré la transition vers l'écoute en continu. Donc, si on regarde un peu le secteur de la musique, et là, évidemment, je dis tout de suite, je ne suis pas une experte du secteur de la musique ni de l'audiovisuel, mais nos membres, en fait, travaillent et développent et produisent beaucoup de chiffres, dans le fond, pour documenter ces impacts-là. Pour vous donner une idée, dans le fond, des bouleversements qu'a amené l'écoute en continu, la disque, dans plusieurs de ses écrits, va expliquer que s'il fallait vendre en moyenne 15 000 copies physiques pour rentabiliser les coûts de production et mise en marché d'un album, maintenant, il faut 30 millions d'écoutes pour parvenir au même montant. Donc, 30 millions d'écoutes, c'est un seuil qui est quand même assez élevé, surtout pour les créateurs québécois sur les plateformes en ligne. Donc, et les parts d'écoute, justement, Destina en a beaucoup parlé récemment. La Disque a fait une autre étude et détermine qu'environ 7%, les pièces québécoises recueillent 7% d'écoute sur les plateformes. Et ça, c'est les pièces en anglais et en français. C'est ça regroupe les deux. Et dans le fond, c'est 7 fois moins que la part de vente de disques québécois. Donc,
les disques qui se vendent encore, soit dans les commerces ou en ligne, les artistes québécois, en fait, les disques québécois ont une part 7 fois plus importante que ça dans l'univers physique, pour toutes sortes de raisons. La SOCAN aussi a fait plusieurs données et révélait récemment que les redevances qui proviennent des plateformes numériques, incluant les médias sociaux, sont 3 à 5 fois plus basses que les médias traditionnels. Donc, moins d'argent pour le même nombre d'écoutes, et que les créateurs de musique canadiens récoltent 34 des redevances dans les médias traditionnels. Donc, par exemple, à la radio, quand la SOCAN recueille des redevances pour tout ce qui est écouté à la radio, 34 de ça reste dans les poches des créateurs canadiens et le reste s'en va à l'international, tandis que ce qu'elles récoltent au niveau des plateformes en ligne, il y a seulement 10 qui demeurent au Canada et tout le reste s'en va vers des artistes et des créateurs internationaux. Et pour les auteurs, compositeurs francophones, évidemment, c'est bien inférieur. Ces parts-là sont respectivement de 7 et de 2 Donc, évidemment, dans le secteur de la musique, Destiny l'a expliqué, l'enjeu, c'est vraiment la recommandation, la découvrabilité pour pouvoir être écouté. Parce que sur à peu près toutes les plateformes, il y a plus de 70 millions de chansons. Donc, les mécanismes de recommandation sont fondamentaux. Au Canada, c'est vraiment YouTube qui est la plateforme la plus utilisée pour accéder à la musique. Et 70 environ du temps d'écoute serait lié aux recommandations. Évidemment, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce que Destiny l'a expliqué, les algorithmes sont un peu une boîte noire. On ne sait pas exactement ce qu'elles font, mais on sait généralement que leur objectif est de faire en sorte que les gens demeurent le plus longtemps en ligne. Donc, on va leur proposer des contenus qui sont généralement populaires, qui ont, si on veut, fait leur preuve auprès d'autres utilisateurs. Et donc, ce qui fait en sorte qu'une certaine... les contenus, dans le fond, plus indépendants sont beaucoup moins mis en valeur que des contenus, par exemple, qui sont très populaires ou qui viennent des majors. Même sur Spotify, c'est la même chose. On dit qu'environ 85 des chansons proviennent des catalogues des majors, mais qu'elles constituent 90 des pièces incluses dans les listes de lecture. Une étude du Royaume-Uni fait même état d'un marché noir qui permet aux indépendants d'acheter leur place dans les listes de lecture. Donc, pour ceux qui connaissaient le système de payola jadis où on payait pour être écouté à la radio et tout ça, ça a été démantelé, mais on a des manifestations contemporaines de ce système-là. Au niveau de l'audiovisuel, bien évidemment, on a une préférence croissante pour l'abonnement à des plateformes audiovisuelles étrangères où les productions nationales sont presque inexistantes ou du moins très, très marginales. Une étude récente là, faite par l'Académie de la transformation numérique a révélé les chiffres là, pour 2020-2021. Parenthèse, là, je pourrais rendre disponible évidemment ce PowerPoint-là pour les gens qui voudraient aller voir les détails et tout. Mais ce qu'on constate, évidemment, c'est que bien que nos plateformes canadiennes ou québécoises, ici, Tout.tv, Illico, Crave, elles sont là, elles se maintiennent, mais ce ne sont pas celles qui sont le plus utilisées, dans le fond, par les Québécoises et les Québécois. Et tout ça, dans le fond, vu qu'il n'y a aucune réglementation de toute façon qui s'applique à toutes ces entreprises-là, les Canadiennes comme les étrangères, il y a une diminution du financement disponible. Et il y a un autre phénomène qui vient, dans le fond, avec tout ça et qu'on expliquera, faire une pression, dans le fond, sur les coûts de production, mais c'est l'augmentation de la production de services au Canada. Mais j'y reviendrai. Donc, la même étude, en fait, nous montre qu'on vient d'assister à un renversement, ce qu'on appelle le cord cutting en anglais, donc le désabonnement du câble et tout ça, s'accélère, c'est une tendance qui est lourde. Et là, l'année dernière, dans le fond, on avait plus de personnes qui étaient abonnées à des applications d'écoute en ligne qu'aux services de télévision à la maison, que ce soit par câble ou satellite. Donc,
ce qui se passe, c'est que les entreprises en ligne étrangères investissent très peu dans les contenus canadiens, particulièrement en langue originale française. L'Association des réalisatrices et des réalisateurs a estimé que sur le 2,5 milliards investis depuis 2017 au Canada, la fameuse entente Netflix dont on se rappelle, il y a seulement 0,3 % qui a été investi dans des productions en langue originale française. Donc, c'est vraiment très peu. Et malgré une augmentation des volumes de production, donc c'est l'espèce de boom, l'âge d'or de la télé dont on a beaucoup parlé dans les dernières années au Canada, ce qui est les productions canadiennes indépendantes ne représentent seulement que 35 % de toute la production qui se fait au Canada. On parle surtout de production de services, donc c'est des productions, des tournages de films ou de séries essentiellement américains qui se font au Canada, à Montréal, à Toronto, à Vancouver essentiellement. Donc, cette part-là, dans le volume total, prend de plus en plus de place. Et en lien avec ça aussi, on se retrouve dans le fond, nos productions se retrouvent à compétitionner avec des séries, par exemple, qui ont des budgets considérables avec lesquels il est très difficile de concurrencer. Donc, il y a certaines séries étrangères qui disposent d'un budget de plus de 10 millions de dollars par épisode, par exemple Game of Thrones, alors que les émissions canadiennes de fiction anglaise disposent d'un budget d'environ 2 200 000 et pour ce qui est des émissions canadiennes en français, c'est 546 000. Donc, on doit vraiment faire beaucoup plus avec moins et tout ça, évidemment, entraîne une grosse pression aussi sur les coûts parce que il y a les équipes qui arrivent avec des tournages, avec des budgets de 10 millions de dollars par épisode, ont beaucoup plus de moyens d'attirer les talents pour les productions audiovisuelles que les équipes de production canadiennes. Et ça met une grosse pression sur les coûts, ce qui fait aussi qu'il y a une diminution vraiment du nombre de productions d'émissions par les radiodiffuseurs. Donc, le volume, les sommes investies, à la limite, vont augmenter, mais on va faire moins d'heures d'émission, dans le fond, avec ces sommes-là, parce que les coûts de production augmentent. Et évidemment, dans le système de radiodiffusion, comme il y a un désengagement par rapport aux câblo-distributeurs et à la distribution de télévision traditionnelle, ces joueurs-là contribuaient au Fonds des médias du Canada, par exemple, qui investi dans la production. Donc, il y a une baisse de contribution au Fonds des médias qui a été compensée jusqu'à maintenant, ou du moins en partie, par Patrimoine canadien, mais c'est une tendance quand même assez lourde. Et il y a une tendance évidemment lourde vers l'avenir pour éventuellement des radiodiffuseurs qui perdent des revenus. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux, là, comme on peut le voir. Alors, je vais essayer de faire vite. Là, je vois que ça fait longtemps que je parle, mais le projet de loi C11, dans tout ça, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est d'abord, ça c'est un extrait là, d'une présentation de Patrimoine canadien, inclure la radiodiffusion en ligne. Donc, ça fait des années que le secteur le réclame. Et voilà, c'est la deuxième tentative. Il faut le dire aussi, l'an dernier, il y a eu le projet de loi C10 qui visait les mêmes objectifs et qui n'a pas pu être adopté au Sénat en raison du déclenchement des élections. Donc là, c'est le deuxième essai. À peu près la même chose qu'on retrouve dans la loi à quelques différences près, j'y reviendrai. Donc, on veut mettre à jour la politique de radiodiffusion et de réglementation pour mieux représenter la diversité du Canada. Une approche renouvelée, bon, ça, c'est les choses sur lesquelles il va falloir voir quand le CRTC va mettre en œuvre la nouvelle loi, comment, dans le fond, il va traiter de façon équitable les radiodiffuseurs en ligne, les radiodiffuseurs traditionnels. Il y a une certaine incertitude par rapport à cette question-là. Les sanctions administratives, donc pour obliger les entreprises en ligne à respecter les exigences de la loi et une nouvelle approche là, concernant les médias sociaux. Patrimoine canadien a estimé l'an dernier que la révision de la loi sur la radiodiffusion permettrait d'injecter 70 millions de dollars supplémentaires par mois dans les secteurs de la musique et de l'audiovisuel. C'est pas rien.
le projet de loi contient des mesures de mise en valeur et de découvrabilité des contenus. Comment ça va se manifester dans les faits? Ça, il va falloir voir comment le CRTC va réglementer. Destiny a parlé tantôt de quotas. On ne peut pas parler de quotas sur les services de musique en ligne. On peut toujours en parler au niveau audiovisuel. Il va certainement avoir des exigences de dépenses en émissions canadiennes qui vont faire en sorte, et c'est par là qu'on va, dans le fond, aller chercher une partie de l'augmentation de l'offre d'expression culturelle canadienne en ligne. Il y a aussi la possibilité, évidemment, d'acheter, de faire des acquisitions d'émissions existantes ou de films existants. Un pouvoir de cueillette d'informations, c'est fondamental. En fait, on a de moins en moins d'informations sur l'accès de la population aux expressions culturelles locales. Donc ça va permettre de combler un peu cette lacune-là. On va inclure les activités de radiodiffusion des médias sociaux et c'est ça qui a créé une espèce de tempête l'an dernier, surtout à l'extérieur du Québec, parce qu'il y a des gens, en fait, il y a eu quand même beaucoup de désinformation sur le sujet, des gens qui craignaient que ça affecte la liberté d'expression des Canadiens et des Canadiennes en ligne, alors que l'objectif, dans le fond, c'est davantage, parmi tous les critères, dans le fond, qui sont pris en compte par les algorithmes, c'est de faire en sorte que la provenance locale soit également un critère et que de temps en temps, on suggère une musique ou alors une mission québécoise, canadienne, autochtone, locale aux utilisateurs parmi tous les autres critères qui sont pris en compte par l'algorithme. Et donc, en ce moment, le projet de loi est en deuxième lecture à la Chambre des communes. Les débats vont commencer bientôt en comité. Je veux juste mentionner avec ça que, dans le fond, ça ne va pas régler tous les problèmes, évidemment. Il y a plusieurs autres solutions qui sont nécessaires pour renforcer notre culture, s'adapter au nouvel environnement et retirer notre épingle du jeu dans tout ça. C'est sûr que nous, on va beaucoup s'intéresser à la loi sur le droit d'auteur. D'autres organisations vont davantage insister sur des stratégies, des innovations, des maillages, etc., pour vraiment donner un essor à nos expressions culturelles. Et enfin, évidemment, on n'est pas isolé. On a fait une conférence le 27 janvier dernier avec des experts, des représentants de la société civile, des membres de la Fédération de tous les pays pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Dans le fond, tout le monde a les mêmes enjeux, les mêmes défis sensiblement. Et donc, c'est aussi une question qui sera certainement discutée et déjà discutée en fait à l'UNESCO, mais probablement aussi dans d'autres forums, différentes initiatives dans le fond pour essayer de rapprocher les gouvernements qui veulent dans le fond légiférer un peu dans la même direction. Donc, c'est à suivre. Évidemment, on parle beaucoup du métavers aussi en ce moment, donc toutes les questions de savoir comment on va assurer la promotion de la diversité des expressions culturelles dans ces nouveaux environnements, elle est ouverte et on va certainement en parler beaucoup cette année. Je m'arrête ici. Désolée, j'ai dépassé mon temps et avec plaisir, je répondrai à des questions tout à l'heure. Merci, Madame Gay. Stéphane, je te cède la parole encore une fois. Parfait. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Très bonne transition entre les deux présentations. Et maintenant, c'est avec plaisir que je vous présente Michel Rioux, qui est là. Oui, tu peux même ouvrir. Oui, c'est ça. Comment vas-tu, Michel? Je pense que ton micro ne fonctionne pas. Ah, là, ça marche. OK, d'accord. Donc, je vous présente Michel Rioux. Michel Rioux est professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi la directrice du CIM, qui est le Centre d'études en intégration et mondialisation. Donc, c'est le centre d'études de référence au Québec qui existe depuis 2001 et je le dis en connaissance de cause parce que j'en suis le directeur scientifique. Je dévoile mon conflit d'intérêts. Michel aussi, en fait, elle a beaucoup publié sur les enjeux de commerce international, les accords de commerce spécifiquement, donc notamment les accords qu'on a avec les États-Unis et le Mexique ou le partenariat transpacifique ou la ECG qu'on a avec les pays de l'Union européenne. Elle s'intéresse à plusieurs aspects dans ces accords de commerce, le travail, notamment les conditions de travail des travailleurs des pays touchés par les accords, mais aussi la culture.
la protection de la diversité des expressions culturelles. Elle dirige aussi le LATIS, qui est le laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du numérique. Donc, c'est pour ça que c'est la personne tout indiquée pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Donc, Michèle, je te cède la parole. Mais merci. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être encore avec vous cette année. Bravo pour cette édition 2022 à Stéphane et Gérard Bouchard et Mme Smidi. Et c'est aussi un honneur pour moi, puis un plaisir, j'espère, partagé d'être ici avec Destiny Chewali et Nathalie Gay, puisqu'on collabore depuis des années sur ces enjeux. Il y a tellement d'enjeux importants que je pense que, et c'est d'ailleurs la recherche que je vais vous présenter, on a débouché sur ce constat-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de créer un pôle de recherche et un regroupement des chercheurs pour faire avancer ces enjeux-là qui sont multidimensionnels et qui sont très complexes. Et donc, c'est vraiment dans le but donc, de contribuer à ce débat-là aujourd'hui que j'ai accepté d'être avec vous. Je pense que c'est un enjeu incroyablement important pour le Québec et pour le Canada, bien sûr. D'ailleurs, c'est un enjeu qui a permis au Québec et au Canada de collaborer à plusieurs reprises, notamment à l'UNESCO et à l'OIF. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment important. Puis je dirais que je suis assez pessimiste pour l'avenir. Je pense que c'est un enjeu qui est existentiel parce que la souveraineté culturelle, elle passe par une souveraineté numérique et si on n'est pas capable d'aborder ces enjeux-là, ben, effectivement, la culture, la langue, qui est le fondement donc du Québec et qui est aussi le fondement, je dirais, de le vivre ensemble avec le reste du monde. Je pense qu'on est mal barré. Je pense que Destiny et Nathalie, vous avez tellement fait de belles présentations que j'ai vraiment peu de choses à apporter, mais je vais quand même vous présenter les grandes lignes de ce qu'on a fait avec une équipe, d'ailleurs, destinée à partager l'émergence de ce projet. On va continuer certainement à travailler ensemble là-dessus. Donc, cette idée, justement, qu'il faut s'adresser à des enjeux de régulation pour assurer la diversité des expressions culturelles, nous avait amené à répondre à un appel de la France sur la question de l'efficacité de la Convention de 2005, cet instrument juridique qui est supposé, je dirais, créer un rééquilibrage entre les questions de culture et de commerce et qui a été tellement important à partir de 2003-2005. Et je m'entretenais récemment avec Louise Baudouin, qui avait été quand même une personne très importante dans ce débat avec Lynn Beauchamp plus tard. Et elle me rappelait que cet élément-là, même si, par exemple, tous les gouvernements au Québec ont toujours été assez favorables au libre-échange, sur cette question-là, tout le monde était d'accord. Puis même au Canada, des grandes négociatrices en chef, par exemple, comme Sylvia Ostry, si vous vous souvenez bien, martelait aux États-Unis que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, je dirais, d'existentiel. Et je pense que ça, on ne le soulignera jamais assez. À l'époque, nous avions, avec Destiny, mais aussi d'autres chercheurs comme Christian Debloc, Gilbert Gagné, Antonos Vlasis, on avait fait une étude justement qui disait que effectivement, les transformations sont tellement importantes qu'il fallait justement réfléchir à un instrument qui allait non pas remplacer, je veux dire, la vieille convention de 2005 sur ce sujet, mais de mobiliser les efforts des États membres de l'UNESCO sur une nouvelle coopération dans le sens où comme vous l'avez dit probablement à plusieurs reprises, j'ai manqué le début de la réunion à cause de mes problèmes ici à la maison, mais certainement que vous avez mentionné le fait qu'il y a une déstructuration donc des industries culturelles et j'insisterai sur le fait que cette restructuration ou cette déstructuration entraîne une asymétrie commerciale incroyable en faveur des grands joueurs que sont les GAMA ou les GAFA, peu importe comment on veut appeler Facebook de nos jours. Donc, cette asymétrie, elle est difficilement renversable par
par les acteurs industriels qui se débattent à tous les jours pour s'ajuster, et aussi par les ministères qui, malgré les plans culturels numériques ou les mesures, les diverses mesures, n'arrivent pas à renverser ce déséquilibre qui va grandissant et qui, justement, fait en sorte que nos industries culturelles, mais nos artistes, nos créateurs sont véritablement au pied du mur. Oui. Donc, est-ce que les mécanismes de régulation sont nécessaires? Oui, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que malgré toutes les idées, la bonne volonté des régulateurs ou des industries, pour avoir des leviers industriels et des leviers institutionnels, il faut connaître les problématiques. Vous avez, Nathalie, tu as tout à l'heure mentionné beaucoup la question des modèles d'affaires. Si on ne connaît pas les modèles d'affaires, on ne peut pas agir. Si on ne connaît pas le fonctionnement, je dirais, de ce que je vais appeler la découvrabilité, le processus de découvrabilité, notamment nous, dans notre travail, comme je vais l'exposer, c'était la question de la présence. Oui. Si on veut être découvrable, il faut être présent et ensuite, il faut être visible. La visibilité, pour nous, je vais revenir tout à l'heure sur nos résultats, c'est justement, est-ce qu'on fait partie des recommandations des plateformes dans leur action de curation? Et ensuite, est-ce qu'on est recommandé? Est-ce que justement, l'acte de recommandation des plateformes prend-il en considération la nécessité de répondre à des utilisateurs, des internautes qui sont au Québec et qui ont besoin pour vivre au Québec et être une partie du monde intéressante de pouvoir rayonner sur ces plateformes. Le problème, vous l'avez mentionné, Destinée et Nathalie, c'est qu'on n'est pas présent sur ces plateformes-là. Et tous nos utilisateurs, consommateurs du Québec et du Canada migrent massivement vers ces plateformes. Donc, on n'a pas besoin d'élaborer plus sur le problème. C'est-à-dire, on n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. Donc, en ce qui concerne les recommandations que nous avons faites, c'est-à-dire qu'il faut comprendre justement l'interaction entre le monde de la culture, le monde du commerce et le monde du numérique. Ils ne parlent pas le même langage. On ne parle pas le même langage. Quand on parle, par exemple, de la culture dans le monde du commerce, ils pensent tout de suite à des restrictions. Mais ce n'est pas ça du tout. Nathalie, tu as bien fait de le mentionner. Ce n'est pas parce qu'on agit, on a une marge de manœuvre pour favoriser ou protéger nos industries que nécessairement, c'est des restrictions. Peut-être que c'est un rééquilibrage que l'on cherche. Donc, ce sont des dialogues entre des mondes qui ne parlent pas le même langage, qui sont difficiles à solutionner. Et le numérique, eh bien, moi, je vous dirais que c'est quand même extraordinaire de constater que le langage numérique a permis de faire entrer ces acteurs-là sans même qu'ils aient besoin de cogner à la porte. Alors, comment maintenant rétablir ce déséquilibre? C'est-à-dire que Netflix n'a pas demandé à rentrer au Canada. C'était libre d'entrer par définition. Mais il est entré dans un secteur industriel qui était protégé traditionnellement. Donc, ce jeu entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est justement, il faut comprendre comment faire interagir les enjeux de culture, les enjeux commerciaux et les enjeux du numérique. C'est quand même incroyable de penser que maintenant, tous les grands acteurs de nos industries, c'est-à-dire qui déterminent et qui structurent l'offre culturelle au Québec et au Canada, ce sont des entreprises étrangères qui ne sont pas du tout même spécialisées, traditionnellement parlant, dans la culture. Je veux dire, Amazon n'a aucune sensibilité à la culture comme telle. C'est un produit comme un autre. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a un dialogue, il y a une diplomatie commerciale à établir qui est tout à fait, je dirais, nouvelle. Et en ce qui me concerne, je ne vois pas beaucoup d'avancées à ce niveau-là. On connaît les problèmes, mais on a très peu de solutions. Alors, nous, on a voulu travailler, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais je vais quand même essayer d'aller assez rapidement sur ce qu'on a fait au Lattice, parce qu'on s'est dit que si on veut, vous savez qu'on n'a pas de données sur ce qui se passe. On a juste une espèce de tsunami qu'on voit déferler, mais on n'a pas de données. Hein? Ce sont les GAFA ou les GAMA, peu importe, hein, ces grandes entreprises transnationales qui détiennent ces données. Il faut payer cher pour les obtenir. Donc, on n'a pas de données. Donc, on s'est dit au Lattice, il y a quelques années, que si on voulait être capable d'agir, il faut être capable de documenter.
Comment demander, par exemple, à Netflix de nous donner des chiffres si nous-mêmes, on n'a pas une idée de ce qui se passe sur le plan statistique au Québec, au Canada, l'OCCQ, le CRTC, Statistique Canada? On n'a aucune donnée sur ceci, sur le marché. On peut juste extrapoler. Alors, c'était quand même assez, je dirais, prétentieux de notre part dans une petite université comme l'Université du Québec à Montréal de dire qu'on va essayer de plancher avec des informaticiens, avec des gens dans le commerce, avec des jeunes doctorants qui sont spécialistes dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai nommé Martin Tétu aussi, Jean-Robert Bisaillon, qui est un expert et très intéressé depuis des années à cette transformation numérique, qui a travaillé beaucoup sur la question des métadonnées. Et donc, on s'est dit, on va essayer de mesurer justement sur les plateformes avec l'identification très difficile. Hein? La première difficulté, c'est comment identifier nos produits, les produits québécois et canadiens. Je veux dire ça, je veux dire, même les industriels au Canada se battent, les producteurs, les créateurs, on n'a pas de base pour ça. Donc, on ne peut pas, si on n'est pas capable d'identifier, on n'est pas capable de faire de la traçabilité, puis on n'est pas capable de mesurer la visibilité ni la recommandation. Et encore moins ce qui est consommé à la fin, parce qu'on espère que dans le fond, si on est présent, visible et recommandé, on va quand même être consommé. Bon, peut-être pas. Il faut quand même faire des produits de qualité, hein, ça reste l'essentiel. Mais donc, on a pris l'audiovisuel et la musique. Une jeune doctorante, en passant, elle a fait la même chose sur le livre, qui était très intéressant. Elle a même présenté il y a quelques jours ceci dans un autre site, mais c'est en ligne si ça vous intéresse. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, et je n'ai pas le temps d'aller dans toutes les dimensions là, très, très précises de nos résultats, mais ce qu'on a fait, c'est quand même du moissonnage sur les plateformes de musique et d'audiovisuel pendant environ 18 mois. Ça s'est terminé à peu près il y a 1 an. Donc là, on est à l'étape des bilans. Et ce qu'on a vu, c'est que vraiment en musique, on n'a pas un problème de présence en ce qui concerne les nouveautés, mais on a quand même une grande difficulté de présence pour tout ce qui est le back catalogue. Ici, on connaît le fait que pour la musique, vous savez, c'est pas comme les films, on peut les écouter 1 million de fois, puis on est toujours aussi heureux. Alors, le back catalogue est très, très important pour la monétisation et pour les revenus des artistes de nos jours. Donc, la présence de la nouveauté, c'était une bonne nouvelle, mais le back catalogue était très, très peu présent. En ce qui concerne la visibilité, ben là, c'était, c'est-à-dire sur les listes, pas de recommandations, mais de curation des plateformes, on était très peu là, c'est-à-dire des œuvres, des tracks, des pistes qui étaient présentes, eh bien, on n'était pas du tout visible sur ce qu'on a identifié comme étant les listes là, de curation de ces plateformes. Et dans la recommandation, eh bien, on a fait un jeu très, très intéressant pour nos étudiants d'ailleurs. On a fait des profils, notamment il y avait Stan qui ne voulait rien savoir des produits du Québec et francophones, et l'autre qui... Stan, Laetitia qui voulait justement avoir quelque chose de plus diversifié, donc la diversité des expressions culturelles au sens, je dirais. Donc, on a fait cet exercice et on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, on n'a pas véritablement, on tourne dans cette bulle de l'algorithme, et comment on peut en sortir de cette bulle de l'algorithme? Et cette bulle de l'algorithme est beaucoup centrée sur les genres, sur ce qui est le mainstream et naturellement sur l'offre transnationale. Celle qui voyage bien, qui n'a pas besoin justement qu'on la pousse. Donc, c'est pour ça que cette asymétrie-là nous a permis de déterminer plusieurs barrières à la découvrabilité. Et c'est ça, sur le plan politique et sur le plan industriel, qu'il faut viser, c'est-à-dire identifier les barrières à la découvrabilité. Si on n'est pas capable de faire ça, ni au CRTC, ni, je dirais, par exemple, à la DISC ou n'importe où, on ne sera pas capable de s'en sortir. En ce qui concerne... l'audiovisuel, eh bien, ça a été très facile parce qu'on a vite fait le tour du jardin. Peut-être que maintenant, il faudrait justement refaire, mais on n'était pas du tout présent sur Netflix, ni en France, ni au Québec. On n'était pas du tout visible. On peut pas être visible puisqu'on n'est pas là. Et on peut encore moins être recommandé parce qu'on sait très bien que la force de frappe de l'algorithme, eh bien, il faut avoir une présence massive, puis avoir des recommandations. Donc, plus on est petit, plus on est marginalisé, eh bien, plus on est absent.
Donc, dans le fond, c'est ça le défi existentiel qu'on a pu documenter. Et je pourrais répondre à des questions, c'est des questions plus de méthodologie, mais pour nous, c'est évident qu'à la fois l'OCCQ, le ministère de la Culture du Québec, le CRTC doivent justement avoir des outils pour faire un portrait statistique et pouvoir identifier les barrières. Et on identifie des barrières pour ensuite pouvoir déterminer les réponses. Quels sont les leviers qui vont nous permettre? Par exemple, le plan culturel, juste je vais terminer avec ça, le plan culturel numérique du Québec a mis beaucoup de sous sur les métadonnées. Est-ce qu'on sait si les métadonnées vont véritablement, c'est une hypothèse, mais avec une mesure de la découvrabilité et des outils de surveillance qu'on pourrait développer et consolider, eh bien, on pourrait savoir justement non seulement c'est quoi de la place du Québec, hein, puis des expressions du Québec sur ces grandes plateformes-là, comment on peut l'améliorer, notre présence, notre visibilité, notre recommandation, et bien sûr pour qu'on soit consommé tout en ajustant que ce n'est pas une consommation d'une marchandise comme les autres, naturellement, que ça fait partie justement du tissu social, du tissu identitaire du Québec. Et je pense qu'à ce niveau-là, tout reste à faire. Je pense que Nathalie a beaucoup d'espoir et destiné probablement dans ce grand projet de loi C11, mais je vous dirais que ça sera le premier pas vers la bataille. La bataille, elle sera par la suite. Justement, est-ce qu'avec ce projet de loi, on va pouvoir déterminer des stratégies, des politiques, des mesures qui vont frapper sur la question du rééquilibrage, les termes de l'échange avec ces grandes plateformes transnationales? Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Madame Rioux. Merci. Merci. Alors, s'il y a des questions de la salle, je vous invite à me les écrire dans le fil de discussion et je les passerai. En attendant, est-ce que M. Bouchard ou M. Paquin, vous avez des questions? Oui, moi j'en aurais trop. On va commencer par une? Oui, on va commencer par une. Je vais commencer par une question à Doc, là. Ensuite, je poserai mon autre question. Stingray, est-ce que c'est considéré comme une plateforme, comme un acteur important là-dedans ou... Oui, en fait, si je peux me permettre de répondre, sauf erreur, Stingray étant par satellite et est encadré par le CRTC. Là. OK, donc il ne fait pas partie là, des C'est grandes pas une menaces. entreprise en ligne. Je veux dire, c'est pas une entreprise en ligne à proprement parler. C'est dématérialisé, mais c'est par satellite. C'est par satellite, donc tout ce qui est, en fait, normalement, tout ce qui est satellite fonctionne avec des licences et tout ce qui fonctionne par des licences doit être encadré. En fait, c'est un peu ça la difficulté de passer d'un monde où on fonctionnait avec des licences pour l'utilisation d'ondes qui relèvent du domaine public, là, je dirais, à un monde, dans le fond, où il n'y a pas cette rareté-là en termes d'ondes et on n'a pas besoin de ce système de licence-là. Et donc, on va passer à des enregistrements, des conditions de service, etc., mais ce ne sera pas pour les nouveaux joueurs des licences comme telles. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que d'abord, je suis très admiratif de ce que vous faites tous les trois avec vos équipes dans le combat que vous avez engagé, qui est un combat extrêmement inégal, mais qui est vital. On s'inquiète en général du sort de notre langue, mais là, c'est toute la culture qui risque d'y passer. C'est quand même assez... enfin, c'est inquiétant comme c'est pas possible. Hein? Mais en tout cas, vous faites quelque chose d'essentiel. Je veux que vous en soyez très reconnaissant parce que, encore une fois, je suis admiratif de ce que vous faites. Et vous semblez le faire très bien, en plus. Bon. Ma question, est-ce que, je ne sais pas s'il y a une réponse à ma question, mais est-ce qu'on peut, si on se demande, par exemple, on prend en cible l'ensemble de la consommation culturelle au Québec, dans les domaines que vous avez évoqués, là, le son, l'imprimé, tout ça, mais les films, les documentaires, la chansonnette, et tout ça. Est-ce qu'on sait la proportion qui vient des grandes plateformes dont vous avez traité et celle qui vient du marché québécois? Bien, en fait, dans certains secteurs, par exemple, quand j'ai partagé la diapositive, dans le fond, des abonnements, donc on sait
à quel service en proportion les gens sont abonnés. Ça ne veut pas dire qu'après, quand on est sur Illico ou Tout.tv, qu'on consomme que des contenus québécois, parce qu'il y a aussi des productions étrangères traduites ou des productions françaises, par exemple. Mais on a une idée quand même de l'abonnement à différents types de services. Mais c'est vrai que sur la question des données, on en sait quand même assez peu. Mais il y a quand même des données qui existent là, dans le secteur du livre, entre autres. On arrive à avoir aussi des données sur les achats de livres, etc. Mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense que des initiatives comme celle que Michel fait, il y en a d'autres aussi qui regardent ça de près, entre autres dans l'industrie. Là. Mais en gros, tout pointe vers l'important déséquilibre que vous avez décrit. Ouais. Alors, je voudrais seulement ce que je voudrais juste ajouter, c'est, si je peux me permettre, c'est que ce qui est intéressant, c'est si on a une méthodologie, puis je veux dire, je pense que le CRTC va être obligé d'adapter sa régulation à différents modèles d'affaires, ça c'est évident, mais je veux dire, on a quand même, que ce soit Netflix ou que ce soit Google, ils travaillent tous avec des algorithmes et puis plus une question de la curation. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est justement de démontrer que même s'il y a des différents modèles d'affaires, on est capable de démontrer que, par exemple, on est plus présent, pour répondre à votre question, Gérard, selon notre méthodologie, on était plus présent sur Google ou sur Apple que sur d'autres comme Netflix, par exemple, où les modèles, puis ça, il y a différentes barrières à l'entrée dépendamment de l'entreprise parce que le modèle de Google est un modèle de gratuité basé sur je dirais la vente de publicité, tandis que quand on est par abonnement et puis on est dans l'audiovisuel, c'est beaucoup plus complexe là, par rapport à la capacité là, de pouvoir avoir une masse de contenu local. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre en considération. Mais ce que je trouvais qui est intéressant, c'est que si on sait puis que les consommateurs savent que si je vais là, sur Google, bien, je vais en avoir plus. Je vais sur YouTube, je consomme sur musique, je vais avoir plus de musique et de contenu audiovisuel du Québec que si je vais, par exemple, sur Netflix ou sur Spotify. C'est quand même important de le savoir. Je vais juste signaler deux choses rapidement, puis après, je vais passer la parole à d'autres. J'ai été très intéressé par ce que M. Tchewali a signalé, c'est-à-dire les mécanismes un peu insidieux d'homogénéisation qui naît du fait que Netflix offre en priorité à regarder ou à consommer ce que les autres ont choisi de consommer. Là, c'est vraiment insidieux, ça, parce qu'en plus du grand déséquilibre que vous avez bien décrit, il y a ce petit mécanisme-là là, qui remplit encore les choses. Bon. En tout cas, je vais laisser la parole à vous. Merci. Enfin, ce que j'ai entendu de plus décourageant, puis vous me pardonnerez mon pessimisme, c'est quand vous avez dit, Madame Rioux, vous avez évoqué les cultures nationales où les créateurs immigrent vers les grandes plateformes, pour ajouter qu'au Québec, on n'émigre même pas parce qu'on n'y est pas du tout. Hein? Alors, je pense qu'on aurait dû intituler la séance d'aujourd'hui en empruntant votre expression « on est mal barré ». Ouais. Madame Rioux, j'ai une question pour vous du public. Excuse-moi, Stéphane. Une question du public. Madame Rioux, est-ce qu'il y a des pays qui commencent à établir des règles de rééquilibrage d'une manière efficace ou c'est encore le néant dans toutes les juridictions? Je pense que c'est un débat qui est, puis je pense que Destiny et Nathalie vont pouvoir vous s'ajouter. Il y a plusieurs experts, pas seulement nous à l'UQAM, qui travaillons là-dessus. Effectivement, il commence à avoir un compendium de mesures, justement, qu'on peut voir émerger, que ce soit en Europe, avec d'un côté la Belgique, la France, l'Allemagne, mais d'autres pays ailleurs. Mais je dirais que c'est un petit peu, comment dire, on n'a pas encore la boîte à outils. Donc, c'est un peu à gauche et à droite. Et on ne sait pas véritablement quel genre de mesures va véritablement pouvoir opérer ce rééquilibrage. Oui? Donc, ça ne veut pas dire qu'on a des mesures qu'effectivement, on va y arriver. Donc, je pense qu'on est plutôt dans la période de l'exploration. Moi, je pense que si j'avais un message, et je pense que mes collègues ici vont être d'accord avec moi, il faut absolument, peut-être avec la mission Québec-France, sur la découvrabilité, il va y avoir un pont transatlantique là-dessus, mais il faut absolument engager la coopération internationale pour qu'on puisse
coordonner nos efforts parce que justement, l'asymétrie est aussi que ces entreprises-là sont transnationales, elles traversent les frontières, tandis que nous, on ne le fait pas. Donc, ça aussi, c'est un déséquilibre de régulation incroyablement fort au bénéfice encore de ces entreprises. Donc, je dirais, oui, il commence à avoir des règles qui émergent, mais rien de très, je dirais, efficace et démontré. Oui. Tout reste à faire à ce niveau. Merci. Stéphane, je m'excuse, je te laisse la parole. Oui, non, c'est parfait. Moi, j'ai une question pour faire du pouce ce que tu viens de dire. Là, Michel, le truc France-Québec, là, je me suis demandé en vous écoutant si il ne devrait pas avoir un rôle plus fort pour la francophonie de proposer quelque chose qui s'appellerait comme un Netflix francophone, là, parce que, je vais vous donner un exemple. À Noël, je voulais faire écouter à mes enfants les films de Claude Lelouch. Puis je vois pas du tout comment je pourrais y avoir accès à partir du Québec. Ils ne sont pas sur Netflix, ils ne sont pas sur Crave, ils ne sont même pas sur Internet, sauf des versions un peu dégueulasses sur YouTube qui ont été trafiquées dans le passé, là. Donc, même la France perd beaucoup de son influence ou son soft power, comme on dit souvent en relations internationales. Il n'y aurait pas un filon ici. On a créé TV5 Monde dans les années 70-80. On ne pourrait pas créer un Netflix à la française, en fait francophone, pas seulement français, parce qu'on sait que l'avenir du français se déplace progressivement, mais très inévitablement vers l'Afrique. On ne devrait pas se créer des outils communs? Si je peux répondre, peut-être m'avancer, m'essayer en premier là-dessus. Et je vais faire un lien aussi des commentaires avec les questions, les éléments précédents. Dans le fond, par rapport à ce que tu amènes ici dans la discussion, Stéphane, c'est très important effectivement, de penser aux plateformes alternatives. Et effectivement, il y a quelque chose qui peut se faire du côté de la francophonie. Je pense que ça a commencé à se faire parce que, comme tu le nommais bien avec l'exemple de TV5, depuis 2020, septembre 2020, ils ont fini par lancer, avec l'aide d'ailleurs du gouvernement du Canada, la fameuse plateforme TV5 Monde Plus, qui est vraiment présentée comme une plateforme en faveur de la découvrabilité des contenus francophones au niveau mondial. C'est sûr que ça part avec un biais parce que c'est une plateforme qui est destinée à un public, à un auditoire avant tout francophone, mais en même temps, ça rentre quand même dans près de 360 millions de foyers, hein, TV5, TV5 Monde Plus. Et nous, on commence à faire une recherche qui est assez intéressante, justement avec aussi les équipes de TV5 Québec Canada, pour mesurer le rayonnement des contenus québécois sur une plateforme transnationale, vu qu'on n'a pas accès aux données, là, les fameuses données de consommation qu'on n'arrive pas à avoir chez Netflix et chez les autres grandes plateformes, ben on s'est dit, ben là, ça, c'est une plateforme qui nous offre un beau laboratoire pour tester, mesurer les données de consommation. Parce que c'est vraiment là où on se heurte, hein, nous, au niveau de nos recherches. Et pour répondre à la question de M. Bouchard, il y a des données, par exemple, qui existent sur la part des catalogues, sur la part du local dans le global, etc. Mais on a moins de données, tu sais, quand on veut pouvoir expliquer pourquoi, par exemple, les jeunes n'écoutent pas la musique québécoise sur Spotify. Actuellement, on est toujours dans l'hypothèse de se demander, est-ce que c'est parce que les plateformes ne leur recommandent pas, les algorithmes ne leur recommandent pas assez, ou est-ce que c'est parce que dans leur pratique, dans leur consommation, ben, ils ont des goûts, des tendances qui sont orientées vers d'autres types de contenus. Là, ça prend vraiment de mener des investigations plus approfondies, qualitatives, pas juste rester sur le quantitatif, sur les données, et d'essayer vraiment de comprendre aussi les déterminants de la consommation. Et ça va nous aider à faire le diagnostic sur ce que Michel nommait comme les barrières de la découvrabilité, là. Donc, c'est mon petit apport par rapport à ça. Merci beaucoup. Oui, Mme Gay, vous voulez rajouter quelque chose? Ben moi, je veux revenir un peu en arrière, puis peut-être amener un volet un peu plus de l'espoir, un côté plus positif, parce que je pense que quand même, on peut avoir de l'espoir. Je pense qu'il faut de toute façon en garder, sinon ça n'a aucun sens. Donc, il faut essayer disons, compter sur qu'est-ce qui fonctionne, puis les perspectives intéressantes. D'abord, tu sais, je trouve qu'au niveau de l'international, en Europe, avec la directive sur les services de médias audiovisuels, on a vu dans presque tous les pays maintenant européens ont revu leurs lois sur l'audiovisuel pour faire contribuer les plateformes en ligne. Et ça fonctionne, ils le font. S'assurent que dans leur catalogue, ils ont 30% de contenu européen et cotisent au fonds d'appui à la création culturelle. Donc, ça marche, ça va fonctionner si on le fait et on va réussir
réussir, dans le fond, à avoir plus de contenu en ligne sur les plateformes étrangères au Québec et au Canada. OK? C'est pas facile parce qu'il y a quand même de la résistance, il y a de l'opposition à ça parce qu'on touche au portefeuille d'entreprises qui cherchent à faire de l'argent avec la culture. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, les gens sont attachés à notre culture. Moi, j'achète pas ça. J'ai vu dernièrement des découragements, des expressions de découragement par rapport aux jeunes et à l'écoute de musique ou quoi que ce soit, l'anglais. Tu sais, je pense quand même que oui, on est, tu sais, les jeunes sont de plus en plus aussi dans un univers où, et ça, même à mon époque, c'est un peu comme ça déjà, on est en contact avec différentes cultures et c'est correct aussi, mais on voit qu'il y a quand même un intérêt pour les artistes locaux et moi, je ne jetterais pas la serviette là-dessus. Par exemple, au Québec, quand on voit les séries les plus populaires, c'est souvent les séries québécoises. Donc, voilà, ça, je demeure très encouragée par rapport à ça. Et on a vu aussi que pendant la pandémie, le livre québécois, c'est quand même assez bien vendu. On a des plateformes qui sont actives et qui fonctionnent bien. Quand on peut acheter des livres maintenant sur le libraire qui va faire en sorte, on a accès à tous les titres, on va se faire livrer des livres à notre librairie locale. C'est un système qui marche bien. On a maintenant Cube Musique. Donc, Cube Musique est en train de faire la preuve que c'est possible d'intégrer la découvrabilité des expressions culturelles locales. Donc, il faudra voir l'expérience, le bilan, comment ça va. Puis, évidemment, tu sais, l'algorithme s'améliore aussi pour quand même satisfaire aussi au goût des individus, mais il démontre que c'est possible de le faire pour valoriser les expressions culturelles locales et en fait, les artistes, malgré les conditions très difficiles, les créateurs dans lesquels ils se trouvent, ils continuent à créer. Donc, il y a vraiment une urgence, là, par exemple, pour aller les appuyer puis bonifier leur rémunération. On ne comprend pas toujours à quel point, dans le fond, un auteur, par exemple, un écrivain a besoin des salons du livre, a besoin de différents canaux, en fait, pour aller récolter des revenus qui passent pas que par l'achat ou la location, en fait, de leurs œuvres. Et donc, la pandémie a eu beaucoup d'impact par rapport à tout ça. En musique, on sait que le streaming, ça ne paie pas comme l'ancien système payait. Évidemment, il y a les spectacles et tout. Donc, mais il faut trouver des nouveaux équilibres. Ça devient vraiment urgent. Mais je tiens vraiment quand même, il faut s'appuyer, en fait, sur nos créations, puis sur nos quelques succès dans tout ça, puis essayer d'encourager aussi nos plateformes québécoises dans tous les domaines. Donc, il y en a de plus en plus. Et peut-être aussi une autre perspective par rapport à tout ça. Il est vraiment possible qu'on se retrouve avec des espèces de câbleaux distributeurs en ligne, dans le fond, où on va nous offrir un accès à différents services de programmation en ligne. Ça a commencé aux États-Unis, même ici, par exemple, quand vous êtes avec TELUS, vous avez accès à tout.tv extra gratuitement. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus de ça. Et avec le projet de loi C11, on va exiger, dans le fond, de ces entreprises-là qui offrent un bouquet de contenu, d'offrir à PTN, d'offrir voyons, ça m'échappe, là, mais tous les canaux, dans le fond, qui assurent une diversité des expressions culturelles, qui permettent, dans le fond, la diffusion aux communautés, des expressions culturelles qui viennent des communautés francophones en situation minoritaire, etc., des expressions culturelles autochtones. Donc, je pense qu'on peut avoir de l'espoir, mais on a besoin d'appui, je pense, pour aller déjà faire ce premier pas-là avec le projet de loi C11. C'est vraiment important. Merci, Madame Gay, pour cette note d'espoir à la fin de la conférence. Nous devons terminer parce qu'il est presque 15 heures et je vous invite à nous rejoindre pour la partie avec les étudiants si on se donne un petit 15 minutes de repos. Merci à tous et à toutes d'être avec nous encore en ce samedi après-midi. Et M. Bouchard, M. Paquin, on se voit dans quelques minutes. Oui, Stéphane. Dans 15 minutes, oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à tout le monde et bon après-midi. À tantôt.